Accrochez-vous dès les premières secondes, car ce que vous allez découvrir ici pourrait bien transformer votre vision de la Suisse et de son étonnante réussite économique. Imaginez un groupe d'enfants qui rêvent à voix haute. L'un veut devenir scientifique, l'autre maîtresse, un troisième se voit menuisier ou footballeur. Un jour, ces enfants figureront parmi les personnes les plus riches du monde. C'est du moins ce que suggèrent les statistiques. En Suisse, les salaires sont parmi les plus élevés à l'échelle internationale, et un adulte sur 5 y est millionnaire. Comment un pays sans accès à la mer, sans minerais, a-t-il pu se hisser si haut? Au fil des prochaines minutes, nous allons explorer cette question en remontant dans le temps, en dissipant certains mythes et en considérant tous les facteurs qui ont forgé la prospérité suisse. Restez bien jusqu'au bout, car chaque anecdote vous aidera à mieux comprendre ce petit état étonnant. En Suisse, le salaire mensuel moyen avoisine 7200 francs suisses. En Autriche, la moyenne tourne plutôt autour de 4000 francs, et en Allemagne, autour de 3800. De plus, la fortune nette par adulte y culmine à environ 212 000 francs, contre 87 000 en Autriche et 32 800 en Allemagne, d'après un rapport de Crédit Suisse publié en 2019. Ces chiffres peuvent sembler démesurés. Certains avancent que la Suisse a tout simplement eu de la chance, qu'elle n'a pas souffert de guerre depuis très longtemps. D'autres estiment que sa géographie est décisive. La Suisse fait partie de la banane bleue, cet arc dynamique qui s'étire de l'Angleterre au nord de l'Italie, en passant par les régions les plus riches d'Europe. Toutefois, l'histoire helvétique est trop complexe pour n'être expliquée qu'avec 2 ou 3 hypothèses. Explorons donc plusieurs aspects clés, y compris le fameux secret bancaire. De l'extérieur, beaucoup associent la prospérité suisse à ses banques et à leur légendaire confidentialité. Il est vrai que pendant des décennies, d'énormes sommes d'argent, souvent non déclarées, ont afflué de pays voisins. À la fin du XXe siècle, la Suisse abritait plus de 1000 milliards de fortunes européennes et plus de 2000 milliards si l'on inclut l'échelle mondiale. Mais les États-Unis, puis l'Europe, ont mis un terme à cet avantage, imposant la transparence fiscale. Depuis 2009, le secret bancaire suisse est donc pratiquement démantelé. Cela a-t-il précipité la Suisse dans une crise profonde? Pas vraiment, le secteur financier représente toujours environ 10% du PIB. Certains experts prévoient une baisse de la richesse par habitant, tandis que d'autres sont convaincus que la Suisse restera compétitive grâce à sa diversité économique et à la qualité de sa main-d'œuvre. Pour bien comprendre l'essor de la Suisse, il faut également se pencher sur son histoire plus lointaine. Durant plusieurs siècles, le mercenariat y a joué un rôle clé. De nombreux paysans sans perspective partaient se battre dans les armées étrangères, en rapportant parfois des sommes colossales. Certains ont monté de véritables compagnies de mercenaires, se sont enrichis et ont investi cet argent au pays. Par la suite, la Suisse a également bénéficié de l'arrivée de réfugiés huguenots, entrepreneurs et ouvriers qualifiés persécutés en France au XVIe et XVIIe siècle. Ces derniers ont relancé ou créé des industries essentielles. En Suisse romande, ils ont développé l'horlogerie, en Suisse alémanique, le tissage de la soie et du coton. Très tôt, la Suisse s'est ainsi forgé une réputation dans le commerce international, avant même l'industrialisation proprement dite. Au XIXe siècle, elle fait figure de pays très industrialisé derrière l'Angleterre. L'industrie textile, déjà prospère, s'appuie sur les ressources hydrauliques des rivières pour actionner les machines, tandis que la chimie des teintures évolue vers la pharmaceutique. Les entreprises suisses fabriquent des turbines, des générateurs, se spécialisent dans la mécanique de précision. Parallèlement, l'obligation scolaire et la gratuité de l'enseignement pour filles et garçons préparent le terrain. Les confédérés, tenus de voter sur des lois complexes, devaient savoir lire et comprendre les enjeux. Dans cette optique, l'éducation a joué un rôle fondamental pour former des citoyens capables de gérer des projets et de contribuer au développement du pays. La Suisse a toutefois sa part d'ombre. Durant la traite atlantique, des familles de Bâle ont parfois investi dans des plantations ou des navires négriers. Au XIXe siècle, pour réduire la misère, la Suisse a financé le départ de ses plus démunis vers l'Amérique, transférant ainsi une partie de sa pauvreté ailleurs. Plus tard, elle a souvent fait venir de la main-d'œuvre étrangère quand les usines en avaient besoin, puis renvoyer ses travailleurs chez eux en cas de crise. Longtemps, la Suisse est parvenue à compenser ces zones grises grâce à sa remarquable capacité à s'adapter et à nouer des liens commerciaux un peu partout dans le monde. Sur le plan politique, la Suisse n'est véritablement un État fédéral que depuis 1848, date de sa constitution. Puis, en 1864, une révision très progressiste instaure la démocratie directe pour les hommes
tout en rendant l'instruction obligatoire. Le vote des femmes attendra le XXe siècle, mais les fondations démocratiques placent déjà la Suisse dans une situation enviable. En parallèle, depuis le Congrès de Vienne, en 1815, la neutralité helvétique est officiellement reconnue. Cela ne signifie pas que la Suisse n'a pas participé, indirectement, au grand conflit. On songe à la Seconde Guerre mondiale, où le pays a joué un rôle controversé, l'Allemagne nazie y échangeait son or, parfois volé, contre des francs suisses convertibles, ce qui lui permettait d'acheter des matières premières. Après 1945, la réputation de la Suisse en a souffert, mais elle s'est rattrapée avec des initiatives de solidarité et l'image d'un pays neutre, stable et travailleur. L'absence de destruction pendant la guerre a donné un avantage compétitif énorme. Alors que ses voisins sortaient exsangues du conflit, la Suisse pouvait reprendre immédiatement sa production. Elle est devenue un fournisseur majeur dans une Europe en pleine reconstruction. Les années 1950 et 1960 ont été fastes, renforçant l'écart de richesse par rapport à l'Allemagne et à la France. Plus tard, la Suisse s'est tournée vers de nouvelles niches, la pharmaceutique à Bâle, la banque, et la finance à Zurich et Genève, et le négoce de matières premières, qui représente aujourd'hui un quart du commerce mondial de ces produits. Il est frappant de constater que ces marchandises, comme le pétrole, les céréales et les métaux, n'arrivent pas en Suisse. Tout se fait par téléphone ou ordinateur, de bureaux situés dans des cantons à la fiscalité avantageuse comme Zug ou Genève. Car en Suisse, l'imposition des entreprises peut être très faible, parfois autour de 11% contre plus de 20% en Autriche ou près de 30% à Munich. Depuis les années 1950, certains cantons ont pratiqué le dumping fiscal pour attirer les multinationales, d'abord américaines, puis de plus en plus russes ou asiatiques. S'y ajoute la neutralité, la stabilité politique, un droit du travail relativement souple et un réseau d'infrastructures très performant. Du coup, la Suisse demeure un pôle d'attraction pour les capitaux et pour les migrants. Ce pays attire aussi bien les ingénieurs hautement qualifiés que les travailleurs moins spécialisés, faisant monter la pression sur l'immobilier, surtout dans les grandes villes, et suscitant régulièrement des débats sur la préservation de l'identité helvétique. Quant au salaire, il est vrai qu'un Suisse gagne en moyenne davantage que ses voisins, mais le coût de la vie est également plus élevé. Malgré tout, il reste, une fois les dépenses payées, environ 11% de pouvoir d'achat supplémentaire par rapport à l'Allemagne et à l'Autriche. On ne peut toutefois pas parler d'égalité parfaite. L'indice de Gini pour la répartition de la richesse atteint 77,9, signe d'une importante concentration du patrimoine. La Belgique, en comparaison, se situe autour de 60,2. Autrement dit, les Suisses ne sont pas tous égaux devant la fortune, mais la majorité bénéficie d'un niveau de vie relativement haut, du moins en comparaison internationale. On pourrait être tenté de dire que le fait de ne pas appartenir à l'Union européenne confère un avantage décisif. Or, la Suisse est très intégrée à l'Europe via des accords bilatéraux, et d'autres pays non membres de l'UE, comme le Danemark, ne sont pas moins riches. L'intérêt principal pour la Suisse de rester hors UE est de garder un contrôle quasi total sur sa fiscalité, ses lois et ses frontières. Ses citoyens, grâce à la démocratie directe, défendent jalousement cette souveraineté. Examinons maintenant un point crucial, l'éducation. Dès le XIXe siècle, la Suisse a rendu l'instruction publique obligatoire et gratuite. Cela a permis à toutes les couches sociales de s'instruire, favorisant l'innovation. Encore aujourd'hui, l'EPFZ à Zurich et l'EPFL à Lausanne figurent parmi les meilleures universités au monde. Le système d'apprentissage en alternance, réputé efficace, limite le chômage chez les jeunes et fournit des compétences techniques très demandées. Ce climat intellectuel et le goût du compromis encouragé par la démocratie directe expliquent aussi pourquoi, dans les classements mondiaux de l'innovation, la Suisse brille souvent en première place. Cependant, certains spécialistes craignent que la concentration de la richesse n'affaiblisse les efforts en matière de formation continue, alors que le monde évolue à toute vitesse. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, où les États-Unis et l'Asie possèdent des atouts considérables. La Suisse, malgré sa puissance inventive, risque-t-elle de perdre du terrain? Pour l'instant, elle sait tirer parti de son potentiel, mais maintenir son leadership exigera des investissements constants dans la recherche. On retrouve ici la souplesse habituelle de la Suisse, qui a su se réorienter à maintes reprises. Quand la crise des années 70 a frappé, le pays a rapatrié une partie des travailleurs étrangers pour préserver l'emploi local. Quand la pression internationale a mené à la fin du secret bancaire, elle s'est tournée vers le conseil en gestion de fortune déclarée
et le négoce de matières premières. Cette capacité d'adaptation pourrait de nouveau faire la différence face aux mutations futures. Ensuite, il faut souligner la stabilité institutionnelle. En Suisse, il n'existe pas de chef d'État unique. Le Conseil fédéral, composé de 7 membres, représente plusieurs partis, reflétant la recherche constante de consensus. Cela implique des compromis au Parlement, où chaque canton fait valoir sa voix, et où le peuple peut intervenir via l'initiative et le référendum. Cette lenteur apparente évite toutefois les sautes d'humeur politique, ce qui rassure les investisseurs et favorise un environnement prévisible pour les entreprises. Un autre motif de controverse est le commerce pendant les guerres. La Suisse a continué d'exporter et de négocier pendant les Premières et Secondes Guerres mondiales, profitant parfois du malheur des autres. Ce mélange de neutralité et d'opportunisme a laissé des traces dans la conscience historique. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la réputation helvétique s'est ternie, mais le pays a multiplié les actes de solidarité pour racheter cette image entachée, notamment à travers une fondation vers laquelle ont afflué plusieurs milliards, officiellement pour soutenir les victimes des conflits. Au final, la neutralité imposée par le Congrès de Vienne en 1815 est devenue un atout, un argument de plus pour attirer capitaux et organisations internationales. Aujourd'hui, la Suisse demeure incroyablement attractive. Des ingénieurs du monde entier viennent y chercher des salaires élevés, un cadre de vie privilégié et la possibilité d'évoluer dans des entreprises de pointe, dans la pharmacie, les machines, la finance, la recherche. Les sceptiques préviennent qu'un confort prolongé peut engendrer de la paresse et que la perte d'un monopole, comme ce fut le cas pour les banques, peut affaiblir certains secteurs. Pourtant, la Suisse reste l'un des premiers pays de la planète en termes de compétitivité, d'après divers classements. La part d'immigration, élevée, prouve que malgré les coûts de la vie, ce pays reste un pôle d'attraction majeur. Alors, miracle suisse ou construction progressive? À en croire les historiens, la Suisse est dotée d'une mosaïque de facteurs très favorables. Elle est située au cœur d'une Europe urbanisée et dynamique, la banane bleue, elle a su profiter de la neutralité pour se protéger, a accueilli des vagues de migrants talentueux comme les Huguenots, les Italiens, les Espagnols et les Portugais, et a très tôt développé des secteurs de pointe comme le textile, l'horlogerie, les machines, la pharmacie et la finance. Parallèlement, son système politique fédéral, lent mais stable, et sa démocratie directe ont créé un cadre solide pour les entrepreneurs. Chaque fois qu'un secteur semble menacé, le pays sait réorienter sa main-d'œuvre, négocier de nouveaux accords, développer de nouveaux marchés. Et vous, après ce parcours, qu'en pensez-vous? Êtes-vous surpris d'apprendre l'importance qu'ont eu les mercenaires dans l'économie suisse? L'influence décisive des Huguenots? Le rôle peu reluisant du commerce négrier et de l'or nazi? Ou êtes-vous frappé surtout par la capacité suisse à profiter des changements et à créer de la valeur, malgré des ressources naturelles limitées? Dites-nous ce qui vous interpelle dans les commentaires. Partagez vos expériences si vous avez travaillé ou vécu en Suisse. Peut-être que ce modèle vous inspire, ou au contraire vous rend circonspect. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Nous continuerons à creuser l'histoire économique, les enjeux de l'innovation et les défis auxquels les pays riches sont confrontés. En attendant, retenez que la réussite suisse, avec ses zones d'ombre et de lumière, nous montre que l'argent va à l'argent, certes, mais qu'il est aussi le fruit d'efforts et de stratégies multiples, parfois audacieuses, parfois contestables. Même les mythes les plus ancrés ne tiennent pas lieu d'explication unique. Il n'y a pas de miracle, mais une suite de choix et de circonstances qui ont propulsé ce petit territoire d'Europe centrale au rang de référence mondiale en matière de qualité de vie et d'influence économique. Merci de votre attention tout au long de cette exploration. Nous espérons que vous repartez avec une vision plus nuancée de la Suisse et que cela vous donnera l'envie de poursuivre votre propre enquête sur ce pays fascinant. Laissez-nous vos retours en commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous exprimer. C'est en échangeant qu'on fait avancer la compréhension. Prenez soin de vous, restez curieux et à très bientôt pour de nouvelles découvertes.